Suite à un AVC, une patiente de 45 ans est transportée à l'hôpital. Après plusieurs jours dans le coma, la patiente a ouvert ses yeux tout en étant paralysée de tout le reste de son corps. Des tests neurologiques ont été effectués afin de déterminer son niveau d'état de conscience. Lorsque le médecin lui demande de bouger les yeux horizontalement, aucun mouvement ne se produit. Elle est toutefois capable de réaliser la commande pour les mouvements verticaux. C'est avec ces informations que les professionnels de la santé ont réalisé que la patiente était consciente et ont pu la diagnostiquer comme étant atteinte du Locked-In syndrome. Cette dernière fut référée à plusieurs professionnels de la santé, tels qu'une ergothérapeute, dans l'optique d'être en mesure de réapprendre à communiquer et d'envisager un retour à domicile afin qu'elle puisse voir ses enfants grandir, et ce, en tentant de retrouver la plus grande autonomie possible. Comment les neurosciences nous enseignent sur le Locked-In syndrome? Le sujet est important car cette maladie est très rare, touchant une personne sur 1 million. Il est donc important de trouver de nouvelles interventions afin d'améliorer le plus possible la qualité de vie des personnes atteintes du Locked-In syndrome. Le pronostic est généralement mauvais et plusieurs individus décèdent à court terme. Il est donc important d'agir rapidement. Ces personnes restreintes physiquement et inaptes à communiquer verbalement doivent tout de même être en mesure de faire valoir leurs opinions, leurs désirs ainsi que leurs besoins afin de pouvoir s'épanouir à leur plein potentiel dans leur environnement. Le Locked-In syndrome est défini comme le syndrome d'enfermement en français puisque la personne se retrouve enfermée dans son propre corps. Malgré sa pleine conscience, la personne n'est plus ou presque plus capable de bouger selon les cas et ne peut plus communiquer comme avant. L'incapacité à parler chez les gens atteints est due à une difficulté de combiner la production de la voix, de la respiration et à une paralysie des muscles articulaires. De façon plus scientifique, le Locked-In syndrome est défini comme un état neurologique dû à une lésion au tronc cérébral et non à la moelle épinière. Elle entraîne donc une incapacité à parler et une paralysie totale excluant les mouvements oculaires verticaux. Comme le cerveau demeure intact, l'individu reste conscient, sa mémoire, sa personnalité et son orientation spatiale ne sont pas perturbées. Le syndrome de verrouillage se divise en 3 catégories: classique, incomplète et totale. Dans la forme classique, les personnes sont quadraplégiques et ne peuvent pas parler. Ils sont uniquement capables de cligner des yeux avec la paupière supérieure et de les bouger de façon verticale. La forme incomplète a les mêmes caractéristiques que la forme classique, mais les patients peuvent faire des mouvements volontaires autres que le mouvement vertical des yeux. Ils peuvent par exemple bouger la tête et le bout des doigts. De son côté, la forme complète cause une immobilité complète. Ces personnes n'ont donc aucun moyen de communication, mais sont eux aussi pleinement conscients. Si nous revenons à Madame Tremblay, après avoir vu les 3 cas, nous pouvons voir que la paralysie de ses membres supérieurs et inférieurs, la paralysie bilatérale de l'horizontalité de son regard, ainsi que la diplégie fascio-pharyngo-glossomasticatrice qui touche les mouvements de son visage, sa respiration, sa mastication et sa parole, la relie à la première catégorie, le Locked-In syndrome classique. Le Locked-In syndrome est en aucun cas une condition héréditaire. En effet, comme mentionné plus tôt, c'est la lésion du tronc cérébral au niveau du pont ventral qui cause ce syndrome. Les 2 principales causes de cette lésion sont dues par un AVC ou un traumatisme. L'AVC est la forme la plus répandue, car 82% des cas sont dus par celui-ci. Il peut être de nature ischémique, soit par l'obstruction de l'artère basilaire par un caillot, ce qui est le cas de Mme Tremblay, ou bien d'une hémorragie à cette même artère. Seulement 6% des cas sont dus à cause d'un traumatisme, soit par un choc au niveau du tronc cérébral. Le 12% restant regroupe d'autres causes plus rares qui conduisent au Locked-In syndrome. Cependant, encore de nos jours, certaines de ces causes demeurent incertaines. Comme nous pouvons le voir sur le tableau, le corps humain est formé de 2 types de systèmes nerveux. Premièrement, du système nerveux central et, en deuxième lieu, le système nerveux périphérique. Dans le cas du Locked-In syndrome, le système nerveux central est grandement affecté puisque la lésion se fait au niveau du tronc cérébral, donc plus précisément soit au pont ou au mésencéphale, et ces 2 structures font partie du système nerveux central. Afin de mieux comprendre les conséquences de cette lésion, il est important de mieux analyser le tronc cérébral. Il fait la communication des informations sensorielles et motrices entre la moelle épinière et le cerveau. Il est également chargé de contrôler la respiration,
la fréquence cardiaque ainsi que la pression sanguine. Une des raisons pour laquelle la majorité des personnes atteintes de ce syndrome souffrent souvent d'insomnie peut s'expliquer par le fait que des noyaux réticulés bulbaires qui s'occupent de la régulation du sommeil et du réveil se retrouvent dans le tronc cérébral. Comme sur l'image, il est possible d'apercevoir que le tronc cérébral se divise en 3 parties, donc de haut en bas, du mésencéphale, du pont et du bulbe rachidien. De plus, de nombreuses fibres nerveuses de voie motrice et sensitive commandent les mouvements volontaires des muscles ou la transmission des sensations au cerveau. Le faisceau cortico-spinal, faisant partie des voies descendantes pour la transmission des informations motrices, parcourt le pont ventral du tronc cérébral, ce qui explique pourquoi ces personnes ne peuvent pas réaliser de mouvement moteur lorsqu'il est lésé. Le tronc cérébral est l'origine de 10 nerfs crâniens faisant partie du système nerveux périphérique, à l'exception de 2 nerfs, donc du nerf olfactif et optique, qui font plutôt partie du système nerveux central. Dans le tronc cérébral, le pont se divise en une partie antérieure, donc le pont ventral, et une partie postérieure également nommée le tegmentum. Pour être en présence d'un état de locked-in syndrome, la lésion du tronc cérébral doit se faire au niveau du pont ventral et doit laisser intact le tegmentum. Ceci va permettre à la moelle épinière d'être active au niveau sensoriel. Autrement, les patients n'auraient plus de sensibilité au toucher et ne ressentiraient plus de douleur, ce qui n'est pas le cas. Finalement, le contrôle des paupières supérieures et les mouvements verticaux possibles des yeux peuvent être expliqués par le fait que le tectum, donc une partie postérieure au tegmentum, n'est pas touché lors de la lésion. Selon une étude réalisée par l'association Locked-in Syndrome, sur 50 patients, 96% d'entre eux souffrent de spasticité, donc c'est des contractions musculaires qui sont involontaires. 75% de problèmes de déglutition, des sécrétions oropharyngées, 66% des individus possèdent des écoulements de la salive et 61% d'entre eux possèdent des difficultés respiratoires. Il est difficile de diagnostiquer le Locked-in syndrome puisque l'état de l'individu est facilement confondu à un état végétatif, du coma ou du mutisme akinétique. Donc, plusieurs tests peuvent être réalisés afin de valider l'état du patient. Un test qui évalue le clignement des yeux, l'électroencéphalogramme, l'imagerie par résonance magnétique, le CT scan aussi connu sous le nom de TACO, et l'activité amygdalienne. Initialement, le médecin demande à Mme Tremblay de cligner et de bouger les yeux de manière horizontale et verticale. Dans le cas de Mme Tremblay, elle est simplement capable de bouger les yeux de manière verticale. Ainsi, le médecin soupçonne le Locked-in syndrome comme étant la cause. De plus, le CT scan est une méthode utilisée afin de vérifier via des rayons X s'il y a une anomalie au niveau du tronc cérébral de Mme Tremblay. Ensuite, une hyperactivité amygdalienne a été perçue. Ceci peut être expliqué par le fait que Mme Tremblay se réveille du coma dans l'incompréhension, engendrant une grande peur et de l'anxiété. L'électroencéphalogramme est effectué afin de vérifier l'état de conscience de la patiente et de le comparer à un état végétatif. Le EEG détermine l'activité électrique des neurones dans le cerveau. Nous pouvons voir que pour le Locked-in syndrome complet de Mme Tremblay, les résultats du EEG sont normaux. En effet, les fonctions corticales sont intactes et celle-ci réagit aux stimuli externes. À l'inverse, si Mme Tremblay avait été dans un état végétatif, la mesure de l'activité électrique aurait été moindre. Finalement, l'imagerie par résonance magnétique est employée afin de déterminer s'il y a présence d'une perturbation anatomique. Cette technique offre la meilleure résolution de définition d'image en illustrant plusieurs coupes du tissu. Pour Mme Tremblay, le IRM permet d'observer si la structure du tronc cérébral, plus précisément le pont cérébral, est lésée. Nous pouvons voir sur cette photo que c'est le cas. L'ergothérapeute joue un rôle primordial dans la réadaptation. Celle-ci doit se faire le plus rapidement possible car cela va permettre à Mme Tremblay de conserver ses habiletés restantes, soit le fait de cligner des yeux pour lui permettre de communiquer avec son entourage. Ce phénomène fait référence au concept de l'apprentissage. Donc, plus la cliente pratique régulièrement, plus ses fonctions se voient améliorées, suivant la loi du « use it and improve it ». À l'inverse, la patiente perdrait ses fonctions restantes en respectant la règle du « use it or lose it ». En effet, pour induire un changement neuronal, la répétition de la tâche est primordiale et nécessaire.
l'amélioration de la fonction vient apparaître après plusieurs jours d'entraînement. De plus, les interventions sont en lien avec la signifiance des activités, car il est prouvé que plus l'activité est signifiante et spécifique, plus la réorganisation des connexions des neurones est favorisée. Un environnement favorable est également bénéfique. Le premier moyen de communication de Mme Tremblay fut de cligner une fois des yeux pour dire oui et deux pour dire non, car c'était le mouvement le plus confortable qu'elle pouvait faire. Cette simple intervention a permis d'atténuer la détresse de celle-ci. Par la suite, une technique de communication oculaire a été utilisée, le code alphabétique AEI-OU, qui permet à Mme Tremblay de dicter des mots ou des phrases. La procédure va comme suit. La thérapeute commence par nommer les couleurs et Mme Tremblay signale la bonne couleur en clignant une fois des yeux. Ensuite, la thérapeute énumère les lettres de cette ligne. Les lettres énumérées par Mme Tremblay sont écrites sur une feuille ou un tableau pour créer le mot ou la phrase désirée. De cette manière, Mme Tremblay peut communiquer ses besoins à son entourage. Pour conclure, le Locked-in syndrome est une condition très rare qui est causée par une lésion du tronc cérébral, majoritairement due par un AVC. Ce syndrome est généralement défini par un état de conscience intact, une tétraplégie accompagnée de mouvements oculaires verticaux et de clignements paupières. Bref, c'est une condition très complexe qui demande un grand engagement de la part d'une équipe multidisciplinaire de réadaptation et de la famille de la personne pour permettre à celle-ci de s'épanouir dans sa nouvelle réalité.